L'émotion nous égare, c'est son principal mérite, s'amusait en son temps Oscar Wilde. Les émotions prennent une place inédite dans l'histoire, observe pour sa part l'historien Georges Vigarello, pointant par exemple le champ politique. Le champ politique qui, dit-il, ne peut plus ignorer les affects de l'homme moderne. Mais ne nous sommes pas surtout au coin d'un immense paradoxe, avec d'une part une société, un monde de l'entreprise qui nous enjoint d'exprimer nos émotions, tout en nous invitant à tout contrôler de nos propos, nos attitudes, etc., certains parlant même d'une ère des ressentis. L'individu d'aujourd'hui serait-il devenu plus intolérant à certaines souffrances? En tout cas, comment faire de nos émotions des alliés? Je vous propose de tenter de répondre à cette question avec nos deux invités du jour, qui sont Katia Toledano. Bonjour Katia, bienvenue. Bonjour Ravie de vous recevoir, vous qui êtes coach de dirigeants d'organisation. Vous vous êtes formé à beaucoup d'approches pour aider justement vos clients à augmenter leur niveau de conscience, de la prise en compte des émotions. Donc vous êtes bien à votre place dans cette émission. Vous êtes d'ailleurs venu avec des exemplaires que je n'ai pas tout à fait à côté de moi, qui sont de vous ou qui ne sont pas de vous? Qui sont de moi et qui sont d'une approche à laquelle je suis certifiée, dont on parlera peut-être après, qui s'appelle EQI, qui parle de l'intelligence émotionnelle. Très tendance chez nos amis Cato. En tout cas, on en parle énormément chez nous. J'ignorais. Bon, bref, je ne sais pas si ça ajoute de l'eau à votre moulin. Mais bon, bref, passons. Alette Naquet, bonjour Alette. Oui, bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes psychologue clinicienne, formatrice en relations humaines. Vous, de votre côté, vous transmettez, vous formez à la méthode ESPER de Jacques Salomé. Vous formez les praticiens à la résolution émotionnelle, MRES. C'est bien ça, en résumé? Oui, tout à fait. Vous raconterez aussi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, mesdames, on a l'impression, en préparant l'émission, on en parlait ensemble là-haut à la rédaction, mais c'est vrai qu'on se disait il y a beaucoup de choses contradictoires autour de la question des émotions aujourd'hui. On a l'impression qu'en même temps il faut être soi-même, il faut s'exprimer, en même temps il faut faire attention justement, pas partout, à ne pas trop montrer qu'on est triste, en colère, il faut se maîtriser, il faut faire des arts martiaux, enfin bref, on a à peu près tout et son contraire sur les émotions. Est-ce qu'on peut dire qu'on est aujourd'hui, certains le disent, Katia Toledano, à l'ère de l'émotion, l'ère de l'émotionnel à tout crin ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous qui travaillez justement au cœur de nos émotions? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'enjeux pour ce troisième millénaire et que finalement, la connaissance via les neurosciences de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence émotionnelle ou les différents types d'intelligence et du rôle des émotions dans nos interactions humaines, finalement est assez jeune. Tout ça a été découvert dans les années 70, 80. Donc, c'est l'avènement un peu de toutes ces nouvelles sciences et connaissances. Tant mieux si c'est de plus en plus connu et à la portée de chacun, parce que c'est un chemin de connaissance vers la connaissance de soi, beaucoup. Ouais. Et ensuite de l'expression de tout ça, mais beaucoup de connaissance de soi. Alors justement, notre ami l'historien Georges Vigarello dit que c'est assez récent, le fait de vouloir se connaître, l'introspection. Et d'ailleurs, le mot apparemment émotion date, je ne sais pas si vous le saviez, mais seulement du XVIe siècle. Le verbe qui... être ému, qui était déjà utilisé dans un sens physique, pour évoquer au départ un déplacement. Et au XIVe siècle, on pouvait lire « Saint Louis s'était ému de telle ville à telle autre ». C'est amusant cette première référence au terme de l'émotion, justement, Annette. Qu'est-ce que vous en pensez? L'émotion, c'est un mouvement. Oui, moi je dirais que c'est un mouvement incontrôlable qui nous envahit, ou difficilement contrôlable. Donc, on ne contrôle pas une émotion, même si on travaille. Il y en a qui y arrivent à force d'un contrôle très fort, mais d'un certain côté, ils peuvent le payer sur le plan somatique. Mais a priori, là, nous parlons des émotions qui peuvent être nos alliés. Ouais. Alors, dans un premier temps, ça paraît bizarre parce que il y a beaucoup d'émotions indésirables. Et oui. Alors, en principe, sont nos ennemis. Quand on est très en colère, typiquement, on n'a pas très envie d'exprimer notre colère. En même temps, on ne peut pas s'en empêcher. Et voilà. Par moment, en tout cas. Donc, c'est ça votre paradoxe. Mais le paradoxe, c'est que, effectivement, être soi, c'est laisser sortir la colère, plutôt que de l'intérioriser. Oui. Et en même temps, ça nuit beaucoup aux relations. Et c'est souvent des colères, je parle moi des colères injustifiées ou qui sont disproportionnées.
Et donc, ça abîme les relations à l'autre. Ouais. Et donc, la solution n'est pas ni de les contrôler, ni de les exprimer, et même pas de les gérer, c'est de les entendre, les écouter, les connaître, les relier à leur origine, de manière à les effacer. Moi, c'est ça que je propose. Je propose avec les deux techniques, celle que Katia propose à ses clients, donc la résolution émotionnelle. Et puis, moi, je le propose aussi avec une autre approche, la méthode ESPER, qui permet de relier une émotion présente à un événement passé et d'achever cet événement passé pour pouvoir rester plus cool et plus zen dans les mêmes circonstances. Ce qui veut dire qu'il y a des surenchères parfois d'émotions qui ne sont pas bonnes, ni pour la santé mentale, physique. On n'aime pas déborder d'espèces d'émotions. Katia Toledano, il y a une histoire un petit peu comme ça de dépassement, de trop plein au fond. En fait, il y a plein de sujets dans ce qu'on est déjà en train d'évoquer. J'en suis désolée, on a 52 minutes, ça vous va quand même? C'est intéressant. En fait, dès qu'on parle de se sentir débordé par une émission, par une émotion, pardon du lapsus, c'est déjà que rationnellement, on sait bien que là, notre réaction et notre comportement est inadapté à la situation et à ce qui se passe. Et pourtant, on n'arrive pas à faire autrement, on n'arrive pas à s'empêcher. C'est quand même terrible, hein. Ça peut être typiquement, terrible. Je ne sais pas parler en public. Qui déclenche un trac complètement paralysant. Exactement. Par exemple, ça c'est un bon exemple parce que ça concerne pas mal de personnes qui nous écoutent certainement. Il y a plein d'approches pour travailler là-dessus. C'est vrai qu'avec Alette, moi j'ai eu la chance de me former il y a quelques années à l'approche MRES. Je veux en parler un peu parce que c'est très peu connu en France et pourtant ça change vraiment la vie. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une approche qui permet, sans rentrer dans trop de théorie, de travailler au travers les sensations dans le corps, donc de partir d'une situation où une émotion qui nous submerge est déclenchée et de partir de ça pour finalement pouvoir s'en nettoyer. Ça prend 1 à 2 séances. Ça va jusqu'à, je dirais, des états d'anxiété, de colère ou alors des phobies, des choses qui... Ça se passe comment? Est-ce que vous nous racontez comment se passe la séance? Ce serait pas très intéressant à décrire parce que c'est une sorte de protocole à suivre. Mais finalement, ce que je veux dire, c'est que parfois, on part sur des terrains où on va chercher à comprendre des tas de choses très rationnelles et ça peut prendre énormément de temps pour finalement aller un peu mieux ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut comprendre sans aller mieux. Là, finalement, l'objet, c'est pas tant de comprendre que plutôt de dénouer et de laisser circuler et de se défaire d'une émotion qui nous pourrit la vie. Et comment on fait? Non mais racontez-nous quand même, parce que nos auditeurs ont certainement envie de savoir. Qu'est-ce qu'on peut raconter de l'approche? C'est difficile à raconter. C'est pour ça que je dirais simplement, alors, là, je sens la colère qui monte, je ferme les yeux et j'écoute ce qu'elle fait dans mon corps, parce que à chaque émotion, il y a des sensations physiques. C'est impossible autrement. D'accord. Oui. Et c'est intéressant. Physiologique, il peut pas. D'ailleurs, vous le savez bien, pour empêcher quand on peut pas parler en public ou même un examen. On a la gorge nouée. Oui, le cœur qui balade. Oui, la chamade. Voilà. Bon, pour toute émotion. Ou quand on est amoureux ou quand, enfin bref. Alors, non, être amoureux, c'est pas forcément une émotion. Non, mais c'est un vrai. état. L'état amoureux, c'est un état, c'est vrai. Oui, non. Donc, c'est plus pour les émotions, mais très, très ponctuelles. Donc, je sens la colère qui monte, je ferme les yeux, et qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Je sens où c'est. À différents endroits dans le corps. À différents endroits. Et au lieu de contrôler, d'essayer de chasser, au contraire, je laisse les sensations bouger jusqu'à apaisement. Ça marche, ça? Et ça marche incroyablement. Vraiment? Mais oui. Incroyablement. Oui. Et oui, ça, c'est... Donc, moi, je suis formée à ça et je formais des personnes à ça et Katia s'est formée. Et j'ai aussi une autre approche dont on parlera après. Ouais. Mais celle-là, elle est en direct comme ça, sur l'instant. Elle est extraordinaire. Maintenant, il y a aussi la possibilité de le faire après coup, parce que, par exemple, une personne qui a la peur de l'avion, elle va pas faire ça dans l'avion tellement elle a peur. Ouais. Donc, il faut qu'elle... même devant un public, il vaut mieux quand même s'entraîner avant quand on peut. Oui, donc il faut aller consulter quelqu'un qui fera faire en différé ce qu'on appelle les phobies. Ou à chaud. Oui. Et qui marche étonnamment bien aussi avec des enfants, parce que pour eux, c'est plutôt lorsque l'émotion, elle est à chaud. Ouais. Et donc, moi, je me suis formée avec Alette parce que j'étais phobique.
Et Vous étiez phobique j'étais phobique beaucoup dans de la choses. mer. Non, Dans la mer. Dans la mer, je pouvais pas nager, ça m'empêchait. C'est embêtant, ça, effectivement. Tellement. Je comprends. Et donc, quelqu'un m'a fait une séance, et puis quelques mois plus tard, je me suis retrouvée dans la même mer, à la même plage chaque année, etc., avec 10 mètres de profondeur d'eau, et cette sensation de peur qui m'empêchait de respirer était partie. C'est une peur de quoi exactement? C'était la peur de la profondeur, le fait de ne pas avoir Ouais. de C'est que pied, j'avais quoi. pas pied, en fait. Et Ouais. mais vraiment, c'était très On physique. peut tout à donc fait je- le comprendre. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, je peux nager, plonger avec les poissons. Mais racontez-nous comment ça s'est passé. Il a fait référence à votre passé, à votre petite enfance. Mais Est-ce qu'il j'ai faut fait nécessairement, une séance au travers laquelle je suis repassée par mes sensations et je les ai laissées. Donc j'ai identifié les endroits où j'avais ces sensations Ouais. quand je pensais à la mer qui m'oppresse. Ouais. Ça dure. C'est pas très long en fait. Hein, ça D'accord. dure 3/4 d'heure, 1 heure. Enfin bon. Et puis, et vraiment pour rentrer un peu dans le détail, moi j'ai fait ça devait être un mois de mars-avril à Paris dans un bureau. Donc, ok, j'ai vécu la séance. Sur le moment, c'était pas incroyable. J'ai voulu par curiosité essayer puis découvrir. Je me retrouve quelques mois plus tard, en août, donc dans cette mer où il faut plonger directement et donc dans laquelle je suis habituée à ressortir en suffoquant. Et là, j'observe et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis bien. J'ai plus peur. J'étais avec des cousins de la famille qui disent, bon, bah nous, on va partir nager. Katia, reste là, on sait que t'as peur. C'était fini, il n'y avait plus ça, en fait. Il y avait Est-ce que plus c'est la lié peur. à des choses j'imagine, liées à la petite enfance ou à l'enfance ou au passé très souvent, c'est ça ou pas? Un peu à l'aide. Oui, c'est sûr. Alors, c'est sûr que c'est lié à un événement traumatique ancien. D'accord. Alors, il peut être avant 2-3 ans et même in utero. Donc, il y a aucun... Même in utero? Oui, même in utero. Il y a pas mal de traumatismes physiques in utero. Comme quoi, par exemple? S'entortiller autour du cordon et tirer sur le cordon au point de ne plus avoir d'oxygène. Il arrive aussi la perte d'un embryon gémellaire dans les toutes premières semaines. Et ça peut donner des peurs de quoi, par exemple? Des émotions de quel type? De mourir. Les peurs de mourir qui sont jamais Oui. exprimées, Oui, en fait, oui. qui sont inconscientes. Et qui se traduisent par qui sont exemple, dans la mémoire du la corps. peur de l'eau, ça aurait pu être ça, ou des peurs qui n'ont pas leur place, en fait, c'est ça? C'est des peurs injustifiées au présent, mais qui renvoient à un événement traumatique passé, justifié là. Hein, mais sauf qu'il y a un lien analogique entre ce qui se passe, par exemple, à 40 ans, là, aujourd'hui, et puis ça réveille la mémoire du corps qui a inscrit ce trauma avec un risque de mort. Les inhibitions dont nous parlons, parler en public ou à l'école, les oraux répondre, aller au tableau, oral, raconter, réciter des poèmes et tout. Oui, tout ça, l'inhibition, c'est très souvent lié à la naissance, avec le risque quand même de mourir à la naissance, parce que le traumatisme de la naissance, c'est pas nouveau, hein, c'est Autoran qu'on a parlé au début des années 1900. Il y a un risque quand même de rester coincé, et avec le cœur qui peut battre, avec peut-être des pertes de connaissance du fœtus qui est en train de naître, mais à ce moment-là, ça lui sauve la vie, parce que comme il se ramollit, pof, il va sortir tout d'un coup. Mais ça reste inscrit. Voilà. Alors ça, c'est pour tout ce qui est antérieur à la parole. Oui. Mais il y a aussi des traumas, des violences reçues, et des ouvertures de blessures. À l'école, beaucoup d'humiliations, d'injustices, de choses comme ça, qui sont peut-être involontaires de la part des enseignants, et même des élèves, mais qui se produisent, et qui vont faire que, à l'âge adulte, une analogie de situation va réveiller cette violence reçue et cette blessure ouverte. Ouais. Et donc, ça fait hurler de colère, ou alors de chagrin, ou alors ça bloque. Bon. Et c'est important d'aller voir, donc nous, ce qu'on appelle d'aller voir sur quoi ça retentit dans notre histoire, quand nous avons des émotions indésirables, intempestives, à répétition. Ouais. Katia Toledano, justement, à l'heure où on parle beaucoup des hypersensibles, vous y croyez à tout ça, ou pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Est-ce qu'il y a une raison, selon vous, bien précise? On parle beaucoup d'hypersensibilité, notamment chez les enfants. C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ouais. Oui, et c'est un vrai sujet parce que c'est comme un phénomène de société. On en parle beaucoup en ce moment.
D'après moi, et c'est juste mon point de vue là-dessus, ça a toujours été, sauf qu'on l'ignorait ou qu'on ne venait pas l'observer, le reconnaître, le diagnostiquer. Encore une fois. Pour moi, il n'y a pas de lien, et peut-être que je me trompe, mais d'après moi, il n'y a pas de lien entre hypersensibilité, tout ce qu'on appelle actuellement HPI, zèbre, etc., avec la capacité à être heureux ou pas. Je ne fais pas le lien, en fait. Après, je pense qu'en effet, aujourd'hui, on a plutôt développé les façons de reconnaître ça. Voilà. De reconnaître, d'où le fait qu'on en parle énormément. Oui. Tout la mode, c'est au petit parc, on entend « Ah, mais moi, elle est hypersensible. Ah, mon fils est hypersensible. Ma fille est Avec hypersensible. » toute la limite que ça vient toucher aussi sur le rôle des parents et de l'éducation, je trouve. C'est-à-dire que, évidemment qu'il faut reconnaître les choses, et en même temps, sous prétexte parfois de hypersensibilité, au potentiel, etc., on peut laisser passer parfois des comportements où un enfant a besoin de cadre, d'autorité, de limites. Et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Et je crois qu'il y a un mélange qui est peut-être pas très sain pour l'enfant en devenir. Ouais. Eh bien, merci. Rachmaninoff était-il un hypersensible ou un hyper-émotif? Peut-être la preuve avec ce prélude numéro 6 en mi bémol majeur, si vous le permettez, mesdames et messieurs. À tout de suite. Et voilà un prélude qui nous met en joie. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est le cas. Mesdames, Katia Toledano et Alette Naquet, on parle des émotions aujourd'hui. Comment faire de nos émotions des alliés? Ça commence à la petite enfance. Je vous parlais des hypersensibles. Katia nous a donné son avis. Alette Naquet, qu'est-ce qui se passe au royaume des enfants? Alors, tous hypersensibles, pour l'interrogation? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je rejoins tout à fait l'avis de Katia. Je trouve que pour élever un enfant, il s'agit à la fois, de lui donner, de recevoir ce qui vient de lui, mais aussi de demander, refuser, donc de savoir dire non au désir. Et apparemment, aujourd'hui, c'est très difficile pour les parents de dire non. Et ils confondent besoin et désir. Et de ce fait, les enfants naissent avec une intolérance à la frustration. Enfin, grandissent plutôt, avec une intolérance à la frustration qui, au fur et à mesure, cette intolérance les rend violents. Parce que la frustration, colère, violence, et donc, sous prétexte d'hypersensibilité, certains parents leur mentent par rapport à la réalité. Tous les désirs sont pas tout puissants. Et c'est important de leur apprendre la frustration. C'est comme ça qu'ils vont se construire et s'adapter à la réalité. Ouais. Donc, attention effectivement à la sensibilité des enfants, mais ça va être de quelle manière je vais lui dire non? Comment je vais m'adresser à lui? Est-ce que je lui dis non en colère, en le rejetant, en disant t'es jamais content, Non, je vais lui dire non, c'est mon rôle de parent de t'interdire ça. C'est pas que c'est pour ton bien, c'est mon rôle de parent. Je t'interdis ça. Dans le calme. Voilà. Et ne pas hurler parce que la chambre est pas rangée, mais savoir lui redire, je te demande, j'exige même, là, maintenant, de te voir ranger ta chambre. Donc, s'ils sont hypersensibles, cette parole ne les blessera pas, ou s'ils sont normalement sensibles, comme tout enfant est sensible, mais oui. Cette parole ne les blessera pas. Après, c'est dans la manière d'exercer la dimension demander, refuser, que ça va se jouer. Il faut qu'il y ait du bon sens et du sens. En fait, c'est un peu ça que vous êtes en train de me dire. C'est plus que ça quand même. C'est de proposer une relation basée sur l'autorité et non sur le pouvoir, d'un côté, mais comment oser dire tout en sachant dire. Oser frustrer son enfant tout en sachant comment lui dire. Et pourquoi et comment, et surtout. Voilà, c'est ça. Ah, l'art de l'éducation. Tout un art, c'est pas par hasard qu'on dit que c'est un art quand même, n'est-ce pas, Katia? Et ça donne surtout des hommes managers plus tard, quelques années après les bancs de l'école, c'est la salle de réunion. Et là, patatrac. Aujourd'hui, il y a du boulot, Katia. Il y a avec la gestion des émotions. C'est intéressant, et c'est vrai que moi j'ai créé une agence de coaching qui est spécialisée sur l'accompagnement de la transition sociétale et environnementale. Alors j'ai la chance de travailler avec des entreprises, des fondations, des assos, dont les fondateurs sont déjà très conscients des enjeux de notre troisième millénaire, je vais dire ça comme ça, et auprès de qui je travaille justement au travers différentes approches, mais beaucoup autour de la communication. Et pour bien communiquer et avoir de belles relations interpersonnelles, ça passe encore une fois par se connaître soi-même et donc comprendre en fait quel est le rôle des émotions. Parce que finalement... On l'a même pas dit encore. Oui.
Il y a quelques grandes familles, en fait, émotionnelles, qui peuvent être agréables ou pas à ressentir, mais qui ont toute une utilité. Et je crois que souvent, on méconnaît le lien entre une émotion et ce que ça vient nous révéler. Moi, je prends souvent l'image très simple d'un facteur, en fait, d'un facteur qui viendrait nous remettre une lettre. Ouais. En fait, l'émotion, c'est ça. L'émotion, c'est juste le facteur qui vient faire toc-toc. Là, attention, tu as quelque chose dont il faut s'occuper, tu l'écoutes pas. Finalement, l'émotion, qu'elle soit joie ou qu'elle soit tristesse, d'accord ? Donc, on a, par exemple, 4 grandes familles émotionnelles. Ouais. Il peut y avoir d'autres catégories, mais il va y avoir la peur, Ouais. avec à l'intérieur différents degrés émotionnels. Donc, il peut y avoir une petite inquiétude, de l'anxiété ou une terreur absolue. Ouais. D'accord ? On peut graduer ça. D'accord. Donc, on a la peur, on a la tristesse, on a la colère et puis on a la joie. À l'intérieur, plein de sous-émotions, plus ou moins agréables, mais essentielles à notre survie, en fait. Le but même, la fonction de l'émotion, c'est de nous préserver en vie. Ouais. Et donc, l'intérêt de savoir reconnaître ce qui se passe quand quelque chose se passe, et moi, je compare souvent ça à un nuage, en fait. Je trouve ça assez rassurant de se dire, quand je ressens quelque chose, c'est un peu comme un nuage qui va me traverser, ça passe, ça me traverse et ça part. Je ne veux pas le bloquer, le nier, que ça reste bloqué dans mon corps. Je veux juste accepter l'idée que, ok, quelque chose me traverse, et puis ça va continuer son chemin, ça sort de moi. Parce que je crois vraiment que ça donne des maladies, sinon, en fait, quand on bloque. Après, on va intellectualiser un peu et se dire, ok, bon, bah là, j'ai ressenti une grande colère dans cette situation, mais qu'est-ce que ça vient me dire en termes de besoins ? Et là, on va relier les besoins fondamentaux, qui peuvent être différents d'une personne à une autre, mais certaines personnes vont avoir un grand besoin de sécurité. Alors, si tout d'un coup, à tort ou à raison, ils se sentent en insécurité, il va y avoir de la peur. Mais si je comprends pas le lien entre ce que je ressens là, qui fait que je me sens vraiment pas bien ce matin, et le fait que j'ai besoin de nourrir ma sécurité, je vais pas savoir où agir. Ouais. Ok ? C'est valable sur chaque émotion. Et c'est fondamental de comprendre ça, à la fois dans cette connaissance de soi, parce que tout parle de là. Et donc, moi, je me suis certifiée à cet outil, Ikigai, dont finalement, toute l'utilité revient à l'idée de l'amour-propre. Quel amour-propre ? C'est quoi, en 2 mots, Ikigai ? Ikigai, alors ça vient d'anglais, donc jamais le dire. c'est un questionnaire d'intelligence émotionnelle, un inventaire d'intelligence émotionnelle qui passe au travers différentes échelles, 5 grandes échelles de connaissance de soi. Donc on a la perception de soi, l'expression individuelle, comment je vais m'exprimer, avec des sous-échelles, nos facultés relationnelles, notre processus décisionnel et la gestion du stress. Donc tout ça permet d'avoir une photo à l'instant T de comment je suis avec ces différentes échelles. Mais en fait, l'utilité ultime de ça, c'est vraiment de pouvoir regarder finalement quel amour je me porte à moi-même, c'est quoi ma self-esteem en fait. Et tout part de là. Donc, en fait, ce sentiment d'insécurité, pour le coup, qui hante bien de nos contemporains à l'aide, pourrait être bien amélioré rien qu'en connaissance de soi, en améliorant cette connaissance de nous-mêmes que nous n'avons pas. Oh bah certainement, ça c'est sûr. C'est l'ère de l'insécurité aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Alors c'est amusant parce que moi, j'ai des métaphores aussi qui sont pas très éloignées de celles de Katia. Au contraire, pour moi, l'émotion, c'est une vague qui monte, qui nous submerge et qui redescend. Elle, c'est un nuage. Mais c'est la vague. Bon. J'aime bien les deux, mais j'aime bien l'idée de la vague. Oui. Bon. Et puis, autrement, j'ai une autre métaphore aussi, mais ça revient au même. Imaginez que j'ai une blessure ici, enfant. Et puis, bon, on me la soigne pas, mais voilà, je vis avec. Et puis, il y a quelqu'un qui touche. Là, j'ai 30 ans, il y a quelqu'un qui la touche, mais par inadvertance. Par son comportement, il touche. Donc, je suis touchée. Et je hurle. Alors, soit d'insécurité, parce que ça peut me faire mourir, peut-être, mais ça peut être aussi parce que c'est une blessure d'injustice. Je viens de vivre d'une injustice flagrante, ou ça peut être par humiliation, abandon. Ça vient toucher ma blessure. Et donc, là, j'ai l'émotion qui m'envahit. Et puis, à chaque fois que ça se produit. Mais l'autre, il y est pour rien. Le problème, c'est que dans la plupart du temps, et dans les entreprises encore plus, on croit toujours que c'est l'autre qui est responsable de notre émotion. Mais l'autre, il est responsable de rien. Et il a simplement fait ou dit quelque chose qui ne nous convient pas parce que ça vient toucher une blessure ancienne ou un traumatisme physique d'insécurité, risque de mort, etc. Et donc, si nous voulons arrêter de réagir si fort
dans ce type de situation, le seul moyen, c'est de faire un retour sur soi et un travail de connaissance de soi pour repérer la situation inachevée de notre enfance, c'est-à-dire une situation qui est restée incompréhensible et sur laquelle nous n'avons pas mis de mots, ou la blessure, et puis pouvoir la soigner, et puis devenir quelqu'un qui n'est plus envahi d'émotions indésirables. Ça ne veut pas dire quelqu'un d'insensible, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a plus d'émotions du tout, mais c'est toutes ces émotions disproportionnées qui sont nuisibles dans la relation à nous-mêmes quand il s'agit d'inhibition, de ne pas pouvoir faire ci, pas pouvoir prendre l'avion, pas pouvoir aller faire un scanner, pas pouvoir faire une piqûre, tout ça, ou qui sont nuisibles dans la relation à l'autre, parce que à force de me mettre à crier, l'autre il va lâcher la relation. Les enfants, ils sont pas en capacité de lâcher la relation. Et pour revenir à l'entreprise, un manager qui se met à crier sur son équipe, mais il est dangereux pour l'équipe. Il devrait être viré, parce que sa mission, c'est de mettre ses expériences et sa compétence au service de ses membres de l'équipe et de leur regonfler d'énergie. Et quand il se met en colère parce qu'il sait pas, il n'a pas travaillé sur lui, comme avec Katia qui propose aux managers de travailler sur eux pour justement éviter ces situations où ils font pas leur travail, ils sont contre-productifs, ces managers-là. Donc ils ont vraiment intérêt à faire le travail dont elle parle. Et il y a des études passionnantes maintenant qui montrent à quel point il est fondamental pour passer peut-être d'un management assez contrôlant. Parce que le contrôle, c'est de la peur, en fait. Donc, on a besoin de se rassurer, on va être dans l'archi-contrôle. C'est pas du tout ce qui va permettre à l'autre de se développer, d'oser, de faire preuve d'initiative. Pas du tout, au contraire. Pourtant, c'est sans doute ce que les managers ou dirigeants souhaiteraient, mais ils s'y prennent d'une manière qui produit l'inverse. C'est pour ça que... Donc, il y a plein d'études qui ont été faites qui montrent, en fait, un peu à la manière d'une pyramide, que la base d'une équipe performante, c'est la confiance. Ouais, et c'est si peu. Pourtant, c'est vrai que vous n'êtes pas la première à en parler de cette confiance qui est la base du succès en entreprise, de la performance à plus haute échelle. Et pourtant, ça, c'est une denrée rare au fond. Oui. Non ? Et alors moi, je regardais comment on peut définir confiance avant de venir à cette émission. J'adore les mots que j'ai trouvés. Confiance, on parle de confiance en soi, et puis du coup, confiance qu'on va donner à l'autre qu'on a recruté a priori. Donc, normalement, on sait pourquoi on recrute quelqu'un. On a été déniché, ses petites pépites, ses talents, ses compétences. On sait pourquoi on a fait ce choix. Donc ensuite, on peut se faire confiance dans notre appréhension de l'autre, puis après, on lui fait confiance. Pardon. Parlez bien dans votre micro. Ouais. Et donc, les mots que j'ai trouvés qui m'ont beaucoup plu, c'était assurance, hardiesse, courage, qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur. Donc ça parle de soi, ça parle de l'autre aussi, de sa chance aussi. Et finalement, parce qu'on utilise tout le temps ce terme de confiance, mais ça porte beaucoup de choses. Mais moi, je vois en fait des dirigeants absolument confiants et joyeux, parce que je crois que ça va avec, qui à la fois sont libérés de ce micromanagement parce qu'ils sont largement confiants, et qu'en fait, s'il y a des petites erreurs de fait, c'est pas ça l'important, et eux va qu'à d'autres missions. Et puis chacun grandit en fait avec son rythme, etc. Et à l'inverse, je vois des gens portés par le sens de leur mission qui restent dans une sorte de contrôle qui nuit à la mission, en fait. C'est contre-productif. Ouais. Et pour réussir à avancer là-dessus, je crois que... c'est pas évident à dire ça en entreprise, mais c'est passionnant quand chacun accepte d'entrer dans un chemin de développement personnel, de développement de soi, de conscience de soi, de conscience de l'autre, de ce qui rentre en jeu dans la relation. Et c'est là qu'on arrive à avoir des organisations très ouvertes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous invite tellement aussi à être en sécurité, à contrôler les choses et la vie en particulier. Ouais, je suis d'accord. Tous ces aspects, Alette et Katia, c'est vrai que c'est pas facile non plus de prendre presque, pas sur soi, mais prendre le risque en tout cas d'aller au-delà de ça, de dépasser, de sortir le fameux terme de notre zone de confort pour aller justement aller enquêter un peu sur qui l'on est, ses émotions, pourquoi ça prend tellement d'ampleur dès qu'on se retrouve dans telle ou telle situation. L'agacement fait-elle partie d'une famille, et je me demandais, en vous entendant toutes les deux, d'émotions, une famille d'émotions. L'agacement, le fait d'être vite agacé aujourd'hui, pour peu qu'on soit un petit peu fatigué ou autre, ce serait quoi ? L'agacement, être agacé par les autres. C'est une nuance de la colère. D'accord. Nous appelons colère le terme général, mais il y a l'agacement, l'irritabilité, l'énervement, puis ça va crescendo jusqu'à colère, rage,
Oui, ça- Désespoir. Donc, voilà, l'agacement, c'est monnaie courante. Mais ça, c'est intéressant d'aller écouter qu'est-ce qui fait que je suis agacée par le fait que le tiroir s'ouvre pas complètement. Pourquoi je suis chez moi hier agacée ou quoi? Justement en train d'essayer d'ouvrir un tiroir. Agacée par le piéton qui traverse. On a agacé 1000 fois dans une Mais journée oui, à Paris en tout Oui, cas. mais bon, ça montre bien, c'est de l'insécurité par exemple. Hein, C'est vrai maintenant au volant. En fait, face à la colère, souvent, le déclencheur peut être soit un sentiment d'injustice, avéré ou pas en fait. Hein. Oui. Mais si pour moi, ce que j'observe me semble injuste, Ouais. ça va déclencher une forme de colère plus ou moins forte. Donc c'est l'injustice ou alors un sentiment d'intrusion dans ma sphère intime. Hein, on parle de sphère intime, quelque chose comme ça, d'un périmètre d'un mètre à peu près autour de soi. Si quelqu'un entre dans cette sphère, ça peut me mettre en colère en fait, parce que là c'est intrusif, avec des variantes en fonction de chacun. Hein, il y en a qui sont plus tactiles, d'autres moins. Donc ça, c'est ce qui va être souvent les déclencheurs à cette famille émotionnelle colère qui va s'exprimer dans différents types de comportements. Donc l'important, c'est de pouvoir... En fait, l'émotion, c'est comme l'arbre qui cache la forêt, c'est un comportement observable, mais derrière ça, qu'est-ce que ça vient nous dire en termes de besoins? C'est ça qui est important, en fait, je trouve. Oui, alors de besoins au présent, mais moi j'ajouterais de besoins en fait passés. Parce que si je réagis si fort à une injustice aujourd'hui, au point de plus avoir ma raison, parce que la colère est mauvaise conseillère. Hein, donc, On est d'accord. On est d'accord. Donc je peux dire n'importe quoi sous effet de la colère. Ce n'est pas ma raison qui parle. Oui. Donc qu'est-ce qui fait qu'un adulte, normalement constitué, il peut se mettre dans un état déraisonnable à ce point de crier, de dire des choses, même qu'après il pense pas? Je crois pas que c'est la situation, c'est le besoin présent. Pour moi, ça peut pas être le besoin présent. À un autre Ça événement. fait écho à une situation inachevée, ancienne. Et ton ou image blessure. de cette cicatrice est très Voilà, bonne. En fait, c'est ça ça. fait écho à Voilà. un autre moment. Et c'est là que ça fait très mal. Parce que des situations d'injustice à l'âge adulte, si j'ai pas la blessure d'injustice, je vais pouvoir me positionner. Oui, c'est ça. Ouais, et puis Je peux c'est me des positionner histoires clairement. c'est des histoires de frustration pas dépassées dont vous parliez tout à l'heure. Ça, on en a plein. Je pense qu'on est tous un peu plus ou moins quand même victimes de ça. Bien sûr, bien sûr. En un clic, on a tout ce qu'on veut. On devient des enfants gâtés, en fait. Finalement, Katia, il y a aussi ça. Il y a un ménage à faire, en fait, entre les vraies sources de débordement émotionnel pour une raison précise. Et puis... voilà, les difficultés à dépasser un peu nos ressentis, nos petites frustrations. Et c'est vrai, je reviens sur ce que tu disais par rapport au rôle de l'éducation et des enfants. Pardon, je refais un peu une boucle, mais la frustration, on en parle comme ça, mais c'est fondamental dans la construction psychique de l'individu, de l'enfant, mais de la personne. En fait, ne pas intégrer que la frustration fait partie de la réalité amène le risque de l'enfant roi et de la fausse croyance que tout est possible. Or, dans la réalité, tout n'est pas possible. Pourtant, j'aime bien croire que tout est possible. Parfois, il y a des choses qui sont impossibles. Il y a des choses magiques. Donc il y a des étapes de stades de développement où il faut intégrer cette frustration. Et quand on ne le fait pas, ça peut avoir d'autres dommages plus tard. Oui, c'est-à-dire soit de pas pouvoir faire face à la réalité, donc soit de devenir violent. C'est l'un ou l'autre. Soit je suis découragée parce que on m'a fait croire, où j'ai cru que tout était permis et tout était acquis. Et quand on réalise que c'est pas ça. Et dû. Ça, c'est quand même quelque chose, le défaut de l'homme moderne. Hein. Oui. Et tout était dû, ou alors la violence. Voilà. Donc ça, c'est terrible. Hein. Charmant. D'où l'importance d'intégrer ce temps de frustration, cette étape de développement. Les parents, en frustrant leurs enfants dans leurs désirs et non leurs besoins, eh bien, ils lui permettent de grandir. Et de devenir un peu fleur bleue, mais pas plus que ça. Juste ce qu'il faut. Son visage par fleur bleue. À tout de suite, mesdames. Les grillons, on a envie d'y retourner, ces vacances. Elle s'éloigne de semaine en semaine, mesdames. Son visage, fleur bleue,
sur Radio Notre-Dame et sur RCF, à l'heure où nous parlons de nos émotions qui nous asticotent, parfois qui nous picotent, voire pire. Comment faire en tout cas de ces émotions, de nos émotions, de véritables alliés? On en parle avec Katia Toledano, Madame Émotion, ici présente, Mesdames Émotions. Katia Toledano, coach de dirigeants et d'organisations qui travaille les émotions des dirigeants, des managers, qui aident justement à prendre conscience des émotions, tout simplement à se connaître un petit peu mieux pour essayer de ne pas contrôler, mais comme aiguiller, je ne sais pas, diriger, gouverner un peu mieux, gouverner nos émotions, faire avec peut-être plus. Très bien le faire avec. Reconnaître. Et accepter, faire avec, accueillir, tout ce que vous voulez. Alette Naquet est psychologue clinicienne ici présente, qui est formée en relations humaines et qui est la mère, la maman, ou en tout cas qui transmettait la méthode ESPER. Avec les enfants, ça marche très bien, dites-vous. La méthode ESPER, c'est une pédagogie de la communication et de la relation, donc notamment dans la relation parent-enfant, et qui apprend aux parents à communiquer d'une manière relationnelle avec leurs enfants et de manière à les accompagner, les responsabiliser, ne pas leur laisser tout faire, justement parce que à notre époque, c'est quand même le laxisme malheureusement qui règne. Oui. Donc, vous disiez Sa Majesté le bébé. Oui. Le bébé à 6 mois, c'est Sa Majesté le bébé, c'est une phrase de Freud. Hein. Et c'est 6 mois parce que le parent répond à tous ses besoins, puis c'est son rôle. Mais après, il continue à répondre oui pour tous les désirs et pour n'importe quoi. Puis il lui dit, t'as envie d'aller au parc ou t'as envie de rester là? T'as envie de poisson ou t'as envie de poulet? T'as envie de ça? Si bien qu'à 3-4 ans, j'ai envie. C'est la seule règle. Ou j'ai pas envie. Parce que les parents commencent avec ça. Donc moi, je fais des formations pour les parents, notamment, pour leur apprendre à se positionner clairement, à savoir être dans la dimension papa, c'est donner, recevoir, ou maman, pareil, mais savoir refuser, demander d'une manière relationnelle et constructive pour les enfants, savoir dire non, savoir se positionner vraiment clairement, de manière à ce qu'ils se confrontent petit à petit à la réalité et qu'ils acceptent petit à petit les frustrations qui sont inhérentes à toute vie, hein, et puis qui grandissent dans le respect d'eux, peut-être, mais dans le respect de l'autre aussi, et tout qui s'épanouissent. Là, en fait, hein, tout commence là. Donc ça commence avec du oui au début de la vie, et puis après, à dose homéopathique, du non, et puis ensuite un équilibre entre le oui et le non. Et on arrête avec tu vas aller au parc ou à la je sais pas où. Ou à la balançoire à 2 ans. On arrête. Voilà, on arrête. D'accord. Ça ne veut pas dire que j'impose tout. Ça veut dire que je ne lui laisse pas croire que l'envie est la vraie règle, la vraie loi. C'est pas l'envie la loi. Et donc, c'est pas... par exemple, pourquoi tu regardes... T'as pas arrêté la télé? Non, parce que j'ai envie. Je te demande d'aller te coucher. J'ai pas envie. C'est ça aujourd'hui, c'est terrible. Je te demande pas d'avoir envie, je te demande de le faire. Ouais. Et ça donne des managers comment? Après, monsieur l'ambassadeur, non, c'est quoi? Sa Majesté le bébé, c'est le dirigeant. Ouais. Non, mais c'est difficile d'avoir une seule réponse. Bien évidemment. En tout cas, moi, de là où j'en suis, j'observe quand même que la peur, on joue beaucoup avec ça actuellement. Et pour moi, c'est vraiment une émotion qui fige, qui sépare. Il y a eu le Covid, il y a tout ça qui donne l'impression que chez soi c'est sécure et que l'extérieur est très insécurisant. Qui bloque toute la vie en fait. Pour moi, ça c'est vraiment très dommageable à une société. Et quand je parle de société humaine ou à une entreprise. Je crois que les leviers les plus intéressants à l'explorer sont ceux de la joie, de la vision. Et pour moi, en fait, être un leader éclairé, c'est savoir donner une vision, diffuser cette joie, faire confiance. C'est ça en fait. Il faut en être capable, il faut y arriver. Et ça repasse par en effet la connaissance de soi. Pour ça, il y a plein de manières de faire, des formations, des ateliers, du coaching, des tas de choses. Enfin, il y a pléthore de manières pour faire ça. Et c'est à la fois passionnant pour soi et passionnant pour sa boîte et ses équipes et les gens avec qui on collabore. Et du coup, moi, je développe des ateliers qui permettent de susciter de l'intelligence collective, de la créativité, de jouer avec des cartes, avec du récit, avec
pour pouvoir inventer un futur désirable, en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, tous les récits qu'on se fait du futur sont très dramatiques et font peur et ne jouent que sur ces leviers de peur. Et peut-être qu'aussi, on est peut-être tellement... que c'est volontaire, hein, je sais pas. Mais oui, on est peut-être, justement, on parlait d'insécurité tout à l'heure, on veut tout contrôler, on veut avoir sa petite gamelle tout de suite, on veut tout être bien, comme vous disiez, dans sa petite cellule presque de prison, mais de servitude volontaire. En fait, on se met dans un petit précaré bien confortable, on n'est pas heureux. Clairement, on s'exprime pas là-dedans. C'est insuffisant. Petite cellule et on voit bien que dès que l'être humain se remet en connexion, collabore, entraide, se remet en contact avec d'autres, on l'a vu après les confinements, à quel point les gens avaient besoin d'être ensemble. On a besoin en fait d'être ensemble, de discuter, d'avoir le retour de l'autre. Et c'est pareil en entreprise. Donc après, en effet, je te rejoins complètement, Alette. Il faut savoir comment le faire et comment le communiquer. Donc il y a plein d'approches qui permettent, avec la communication non violente, de savoir comment faire un feedback qui soit entendable, recevable. Et tout ça passe aussi par la reconnaissance de c'est quoi ce que j'ai ressenti à ce moment et du besoin en fait. J'aimerais bien effectivement, merci beaucoup Katia, merci beaucoup Alette. J'aimerais bien qu'on parle en cette dernière partie d'émission de nos auditeurs peut-être, ou nos auditrices, qui ont du mal, et je pense que c'est peut-être un travers, je ne sais pas, hein, peut-être que je me noie, que je me plante en disant ça, mais qui ont tendance à être un peu effacés avec leurs émotions, qui les étouffent et qui sont toujours en train de dire oui aux gens pour pas être, je sais pas, pour ne pas les blesser, et du coup qui s'écoutent jamais en fait. Je crois qu'il y a même un syndrome de la volonté, ou je sais plus comment ça s'appelle, en tout cas des personnes qui... En fait, qui préfèrent taire leurs émotions, à toujours faire plaisir aux autres, et puis, oh non, on regarde pas trop. Ça, comment est-ce qu'on se sort de cela, mesdames ? Qui a une idée ? C'est pas évident, oui, parce que on s'écoute plus. Ce que j'entends j'entends ce que vous dites, ce sont des personnes qui privilégient leurs besoins d'approbation au détriment de leurs besoins d'affirmation. Donc, chaque fois qu'elles veulent être approuvées, ou en tout cas ne pas courir le risque d'être désapprouvées, elles se nient. Elles se nient et elles vont dire oui alors qu'elles pensent non. Voilà. Et puis, c'est le propre quand même des enfants. Hein. C'est-à-dire que s'affirmer, les enfants, ils veulent être approuvés au début. Donc, devenir adulte, c'est quitter ce mode de recherche d'approbation, au départ qui est l'approbation des parents, pour oser s'affirmer en disant moi je pense pas comme ça, ou je suis capable de dire non pour me respecter, et les deux marchent pas ensemble. Si je m'affirme, je prends le risque de la désapprobation. Et ça se réapprend, ça, au niveau émotionnel, j'imagine, Katia. Hein. Ça se réapprend. Je crois que ça revient encore à cette notion d'amour-propre. Quel est l'amour que je m'apporte pour avoir suffisamment confiance en moi et confiance en... Alors là, je parle pas des enfants, je parle du monde adulte. Oui. Si j'ose affirmer ce que je pense d'une situation, en fait, si j'ose pas le faire, peut-être que j'ai peur du retour que j'aurai sur moi, et peut-être que j'ai peur que l'autre en face ne soit pas capable de recevoir. Mais c'est vraiment une fausse croyance. En revanche, si on a confiance en soi et en l'autre, on a confiance en sa capacité à entendre un reproche, une critique, un axe d'amélioration, et d'être assez solide pour le recevoir. Là encore, c'est une question de confiance. Confiance en soi en pouvant avoir une communication positionnée, où j'affirme ma position avec un respect mutuel. C'est-à-dire c'est du respect de soi et du respect de l'autre. En plus, je trouve que ces zones de confrontation, lorsque c'est sainement fait, c'est ça qui amène l'amélioration, le challenge, la réflexion. C'est pas le consensus mou. Donc c'est intéressant d'avoir une saine confrontation, mais il y a encore cette notion de confiance en soi et en l'autre, dans sa capacité à recevoir. Il va pas s'effondrer en fait, l'autre en face. Il est adulte. Mais souvent on croit que si on ose dire, alors il va mal le prendre. Et on se fait un monde. C'est peut-être un travers cadeau, ça. Je le sens, Alette. C'est moins peut-être dans l'air du temps, mais c'est vrai qu'on peut en voir. Mais dans les entreprises aussi, cette espèce de tendance, qu'on soit cadeau ou pas, je plaisante un peu, mais voilà, vouloir surtout pas faire de vagues. Surtout... Et en fait, c'est croire que l'autre est trop fragile. Oui, puis c'est se mettre au bout de l'autre. Hein. Moi, dans la méthode Espère, j'apprends que toute relation, il y a deux bouts. Donc, il y a le mien. Toujours cette image. Et puis, il y a le vôtre. Oui, donc, on fait un jeu là, on fait un truc. Non oui, donc si c'est notre relation. On doit faire quoi ? Eh bien, moi, si je me mets à votre bout en imaginant que vous n'allez pas accepter ma position, eh bien, je vous infantilise. Hein ? Et moi, je peux simplement dire ma position. J'ai un point de vue différent du vôtre. Oui. Dans une entreprise, par exemple. Oui. J'ai un point de vue différent du vôtre. Le voici. Ça. Peu importe. Si je sais le dire, je peux le dire, parce que ça, c'est bien reçu, non ? Tandis que si je dis, tu te trompes, t'as tort,
parce qu'on parlait, c'est Oui. dans la manière Dans de la dire. manière. Et souvent, quand Si on je parle... vous dis, mais non, c'est Non, pas c'est pas vrai, ça, c'est ça. c'est pas ça, non, c'est Comme avec un enfant, quoi. vous vous trompez, mais même avec un enfant, nous sommes pas censés dire ça. En fait, tout est Non, dans nous sommes pas l'utilisation censés des lui dire pronoms. Ici, Mm. c'est un peu technique. Oui. Hein. Moi, j'adore cette image parce qu'en fait, là, l'écharpe d'Alette représente la relation. Il y a D'accord. Alette, Mm. il y a vous, et il y a cette troisième entité de la relation. Mm. Souvent, on se trompe à croire qu'on est pleinement responsable de tout, ou pas du tout, et c'est Oui. tout le temps la faute de l'autre. Mm. Or, ça représente bien, je trouve, le 50-50. Mm. Alette, elle est responsable de sa partie, et vous de la vôtre. Mm. Et on joue à 2, en fait. Ou à Ouais. plus, selon. Oui. Ok. Oui. Et ça, c'est pas si simple. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, de Ouais. bien vouloir regarder là où peut-être il y a des choses qui nous incombent, mais Mm. pas 100% de la relation Mm. et pas 0%. Mm. Il y a ça. Oui. Et après, dans ce que Oui. nous disait Alette, il y a cette notion d'assertivité. C'est-à-dire, si je dis, OK, tu te trompes, t'es en retard, t'as pas bien fait, je t'avais montré, mais t'as pas réussi, j'utilise le tu. Mm. Et ce pronom De tu, reproche. de reproche, Oui. c'est comme si, en fait, en assertivité, on dit le tu, Mm. le verbe tuer. Le tu, tu, tue la relation. Mm. L'autre, inconsciemment, se sent agressé. C'est comme si on pointait du Mm. doigt. Tu fais ça, tu fais pas ça là. Mm. Face à une agression, réelle ou pas, le réflexe, et là on en revient au rôle Ouais. des émotions, Oui. ça va être soit d'agresser, soit de se paralyser, soit de fuir la situation. Mm. Or, si on veut avoir de belles relations et une qualité interpersonnelle intéressante, Mm. bah, on va chercher à éviter ça. On veut pas donner l'impression à l'autre qu'il faut qu'il parte, qu'il fuit la relation Oui, ou oui. qu'il agresse. Mm. Donc on va parler de soi et utiliser le pronom je. Ouais. Donc, quand je te vois arriver en retard, je suis gênée. Ouais. Et on ne parle que de soi. Je comptais sur toi pour ce travail et je t'ai attendu et j'ai perdu mon temps, par exemple. Enfin, même, je suis même pas obligée de dire ça. Ouais. Mais je suis gênée de te voir arriver en retard. C'est pas dans le terme de reproche. Mais comme nous n'avons pas appris à communiquer, nous avons été élevés dans un système antirelationnel que Jacques Salomé a appelé le système SAP. Donc Jacques Salomé, c'est l'auteur de la méthode Ouais. Esper. C'est un système qui ne permet pas la vraie communication et qui maltraite les relations. Donc, il s'agirait de réapprendre, non pas une autre langue, quand même pas. Il y a quoi qu'on Mais- n'exprime pas? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Jacques Salomé? Qu'il y a une maladie de la communication? Ça veut dire Ben, quoi? il veut dire que On se notre dit pas les maladie, choses, notre oui. système d'incommunication, c'est de parler sur l'autre. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, tu as pas fait ci, tu as pas fait ça, dévaloriser, tu es pas si rapide, tu es trop lent, tu es maladroit, voilà. De culpabiliser, tu me fais de la peine, tu me mets en colère, et puis de donner des ordres, c'est-à-dire le rapport de Et moi, j'ai rien à me reprocher. En fait, c'est un peu ça, finalement. Ben, c'est-à-dire, Sous-entendu. c'est moi, je me mets là, et mais je suis pour rien de rien. Mais c'est-à-dire que l'autre en face, il n'est pas relié. Parce qu'on lui, c'est On lui même coupe le sifflet, quoi. Finalement, c'est un peu tout, ça. tandis qu'en disant je lui permets de dire je. Eh bien voilà, je crois qu'on a bien compris qu'il fallait apprendre à s'exprimer avant d'exprimer ses émotions et de les accueillir et de se connaître un peu mieux pour en faire des alliés. On peut le dire comme ça, mesdames. Katia Oui. Toledano, merci. Oui, Votre merci. méthode Esper, Alette Naquet. Merci Katia Toledano. On peut voir votre site internet, évidemment, hein, si on veut des conseils, des astuces et autres. Mhm. Et Alette Naquet, qui est à Paris. Le site de l'Institut Esper Voilà. international. Et bien tout simplement. Merci de l'avoir Institut Esper. précisé. Voilà. Et vive Ok. les émotions, ne les étouffons pas. Attention. Bonne soirée, mesdames. Merci beaucoup. Merci.